Monsieur Arthur Sterling ne dormait pas. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration était lourde et rythmée. Et son corps frêle était enfoncé profondément dans le velours bordeaux de son fauteuil préféré. Pour quiconque l'observait, il ressemblait à un vieil homme fatigué et inoffensif qui s'endormait pour une sieste l'après-midi. Mais sous ses paupières, Arthur était éveillé. Son esprit était vif, calculateur et aux aguets. C'était un jeu auquel Arthur jouait souvent. Il avait 75 ans et il était l'un des hommes les plus riches de la ville. Il possédait des hôtels, des compagnies maritimes et des entreprises technologiques. Il avait tout ce dont un homme pouvait rêver, sauf une chose, la confiance. Au fil des années, Arthur était devenu amer. Ses enfants lui rendaient rarement visite, et quand il le faisait, il ne parlait que de son testament. Ses partenaires commerciaux lui souriaient, mais aiguisèrent leurs couteaux. Quand il avait le dos tourné, même ses anciens membres du personnel lui avaient volé. Des cuillères en argent, de l'argent de son portefeuille, des vins rares. Arthur en était venu à croire que chaque être humain sur Terre était cupide. Il croyait que si vous donniez à une personne la chance de prendre quelque chose sans se faire prendre, elle le prendrait. Aujourd'hui, il allait tester cette théorie à nouveau. À l'extérieur des lourdes portes en chêne de sa bibliothèque, la pluie tombait à verse, frappant les fenêtres en verre comme des balles. À l'intérieur, le feu crépitait chaleureusement. Arthur avait préparé la scène parfaitement. Sur la petite table en acajou, juste à côté de sa main, il avait placé une enveloppe épaisse. Elle était ouverte. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une liasse de billets de 100 $, totalisant 5 000 $. C'était assez d'argent pour changer la vie d'une personne pauvre pendant un mois. Elle débordait visiblement. Elle avait l'air d'avoir été négligemment oubliée par un vieil homme sénile. Arthur attendait. Il entendit la poignée de porte tourner. Une jeune femme nommée Sarah entra. Sarah était sa nouvelle femme de chambre. Elle ne travaillait au manoir Sterling que depuis 3 semaines. Elle était jeune, peut-être vers la fin de la vingtaine, mais son visage avait l'air fatigué. Elle avait des cernes sous les yeux qui racontaient une histoire de nuit blanche et d'inquiétude constante. Sarah était veuve. Arthur le savait grâce à son enquête de vérification des antécédents. Son mari était mort dans un accident d'usine 2 ans auparavant, ne lui laissant que des dettes et un fils de 7 ans nommé Léo. Aujourd'hui, c'était samedi et habituellement, Sarah travaillait seule. Mais aujourd'hui, les écoles étaient fermées pour des réparations d'urgence à cause de la tempête. Sarah n'avait pas d'argent pour une babysitter. Elle avait supplié la gouvernante, Madame Higgins, de la laisser amener son fils au travail, promettant qu'il serait silencieux comme une souris. Madame Higgins avait accepté à contre-cœur, avertissant Sarah que si M. Sterling voyait l'enfant, ils seraient tous les deux jetés à la rue. Arthur entendit les pas légers de la femme de chambre, suivis des pas encore plus légers et plus doux d'un enfant. « Reste ici, Léo », chuchota Sarah. Sa voix tremblait d'anxiété. « Assieds-toi dans ce coin, sur le tapis. »« Ne bouge pas, ne touche à rien, ne fais pas de bruit. Monsieur Sterling dort dans le fauteuil. Si tu le réveilles, maman va perdre son travail et nous n'aurons nulle part où dormir ce soir. Tu comprends? »« Oui, maman. » Une petite voix douce répondit. Arthur, feignant le sommeil, ressentit un élan de curiosité. La voix du garçon ne semblait pas espiègle. Elle semblait effrayée. « Je dois aller polir l'argenterie dans la salle à manger », chuchota Sarah précipitamment. « Je serai de retour dans 10 minutes. S'il te plaît, Léo, sois sage. »« Je promets, » dit le garçon. Arthur entendit la porte se refermer avec un clic. Sarah était partie. Maintenant, il n'y avait que le milliardaire et le garçon.
Pendant longtemps, il y eut le silence. Les seuls sons étaient le feu crépitant et l'horloge grand-père qui tic-taquait dans le coin. Tic-tac, tic-tac. Arthur gardait sa respiration régulière, mais il écoutait intensément. Il s'attendait à ce que le garçon commence à jouer. Il s'attendait à entendre le son d'un vase qui se brise ou le bruit de pieds traînant alors que le garçon explorait la pièce. Les enfants étaient naturellement curieux, et les enfants pauvres, supposait Arthur, étaient naturellement avides de choses qu'ils n'avaient pas. Mais Léo ne bougeait pas. 5 minutes passèrent. Le cou d'Arthur commençait à avoir des crampes en maintenant sa tête dans la même position, mais il ne rompit pas le personnage. Il attendait. Puis il l'entendit, le doux bruissement de tissu. Le garçon se levait. Arthur tendit ses muscles. Ça y est, pensa-t-il. Le petit voleur fait son mouvement. Il entendit les petits pas s'approcher de son fauteuil. Ils étaient lents et hésitants. Le garçon se rapprochait. Arthur savait exactement ce que le garçon regardait. L'enveloppe. Les 5 000 $ étaient déposés juste là, à quelques centimètres de la main détendue d'Arthur. Un garçon de 7 ans saurait ce qu'était l'argent. Il saurait que cet argent pouvait acheter des jouets, des bonbons ou de la nourriture. Arthur visualisa la scène. Le garçon tendrait la main, saisirait l'argent et le fourrerait dans sa poche. Puis Arthur ouvrirait les yeux, le prendrait sur le fait et licencierait la mère immédiatement. Ce serait une autre leçon apprise. Ne jamais faire confiance à personne. Les pas s'arrêtèrent. Le garçon se tenait juste à côté de lui. Arthur pouvait presque sentir le souffle de l'enfant. Il attendit le bruissement du papier. Il attendit la prise, mais la prise ne vint jamais. Au lieu de cela, Arthur ressentit une sensation étrange. Il sentit une petite main froide toucher doucement son bras. Le toucher était léger, à peine le poids d'une plume. Arthur lutta contre l'envie de tressaillir. « Qu'est-ce qu'il fait ?» se demanda-t-il. « Vérifie-t-il si je suis mort ?» Le garçon retira sa main. Puis Arthur entendit un soupir lourd de l'enfant. « Monsieur Arthur », chuchota le garçon. C'était si calme, à peine audible par-dessus la pluie. Arthur ne répondit pas. Il ronfla doucement, un faux ronflement grondant. Le garçon bougea. Puis Arthur entendit un son qui le déconcerta. Ce n'était pas le son de l'argent qu'on prenait. C'était le son d'une fermeture éclair. Le garçon enlevait sa veste. « Qu'est-ce que ce gamin fait ?» pensa Arthur, son esprit s'emballant. « Est-ce qu'il se met à l'aise? Est-ce qu'il va faire une sieste lui aussi ?» Puis Arthur sentit quelque chose de chaud se poser sur ses jambes. C'était la veste du garçon. C'était un coupe-vent bon marché et fin, humide de la pluie dehors. Mais il était placé sur les genoux d'Arthur comme une couverture. La pièce était pleine de courants d'air. Les grandes fenêtres laissaient entrer un froid malgré le feu. Arthur ne l'avait pas réalisé, mais ses mains étaient en fait froides. Léo lissa la petite veste sur les jambes du vieil homme. Puis Arthur entendit le garçon chuchoter à nouveau. « Vous avez froid », murmura Léo à l'homme endormi. « Maman dit que les gens malades ne devraient pas avoir froid. » Le cœur d'Arthur sauta un battement. Cela ne faisait pas partie du scénario. Le garçon ne regardait pas l'argent. Il le regardait lui. Puis Arthur entendit un bruissement sur la table. « Ah !» pensa-t-il. « Le voilà. Maintenant qu'il m'a endormi dans un faux sentiment de sécurité, il prend l'argent. » Mais l'argent ne bougea pas. Au lieu de cela, Arthur entendit le son du papier glissant sur le bois. L'enveloppe était déplacée, mais pas prise. Arthur risqua d'ouvrir son œil gauche. Juste une petite fente. Une fente d'1 millimètre qui était cachée par ses cils. Ce qu'il vit le choqua jusqu'au fond de son âme. Le garçon, Léo, se tenait près de la table.
C'était un petit enfant maigre, avec des cheveux en désordre et des vêtements qui étaient clairement de seconde main. Ses chaussures étaient usées aux orteils, mais son visage était rempli d'une concentration sérieuse et intense. Léo avait remarqué que l'enveloppe pendait dangereusement au bord de la table, semblant qu'elle pourrait tomber sur le sol. Léo l'avait simplement repoussée vers le centre de la table, près de la lampe, pour qu'elle ne tombe pas. Puis Léo vit quelque chose d'autre. Sur le sol près du pied d'Arthur se trouvait un petit carnet relié en cuir. Il était tombé des genoux d'Arthur plus tôt quand il s'était assis. Léo se pencha et le ramassa. Il épousseta la couverture avec sa manche. Il plaça le carnet doucement sur la table à côté de l'argent. « En sécurité maintenant », chuchota Léo. Le garçon se retourna ensuite et retourna dans son coin sur le tapis. Il s'assit, ramena ses genoux contre sa poitrine et enroula ses bras autour de lui. Il frissonnait légèrement. Il avait donné sa seule veste au milliardaire et maintenant il avait froid. Arthur resta allongé là, son esprit complètement vide. Pour la première fois en 20 ans, Arthur Sterling ne savait pas quoi penser. Il avait tendu un piège pour un rat, mais il avait attrapé une colombe. Le cynisme qui s'était accumulé dans son cœur comme un mur de pierre développa une petite fissure. « Pourquoi n'a-t-il pas pris l'argent » hurla Arthur intérieurement. « Ils sont pauvres. Je sais qu'ils sont pauvres. » Sa mère porte des chaussures avec des trous dans les semelles. Pourquoi n'a-t-il pas pris l'argent? Avant qu'Arthur ne puisse traiter cela, la lourde porte de la bibliothèque grinça à nouveau en s'ouvrant. Sarah se précipita à l'intérieur. Elle était essoufflée, son visage pâle de terreur. Elle avait clairement couru tout le chemin depuis la salle à manger. Elle regarda le coin et vit Léo assis là, frissonnant sans sa veste. Puis elle regarda le fauteuil. Elle vit la veste sale et bon marché de son fils drapé sur le pantalon de costume coûteux du milliardaire. Elle vit l'argent sur la table. Ses mains volèrent à sa bouche. Elle pensa au pire. Elle pensa que Léo avait dérangé le maître. Elle pensa que Léo avait essayé de voler et avait ensuite essayé de dissimuler. Léo. Elle siffla, sa voix aiguë de panique. Elle courut vers le garçon et l'attrapa par le bras, le tirant debout. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ton manteau est-il sur lui? Tu l'as touché? Tu as touché cet argent? » Léo leva les yeux vers sa mère, ses yeux écarquillés. « Non, maman, » il frissonnait. « Je voulais juste le garder au chaud et le papier tombait, alors je l'ai réparé. »« Oh mon Dieu !» pleura Sarah, les larmes montant aux yeux. « Il va se réveiller. Il va nous licencier. Nous sommes ruinés, Léo. »« Je t'ai dit de ne pas bouger. » Sarah commença à arracher frénétiquement la veste des jambes d'Arthur, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit renverser la lampe. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Elle chuchotait à l'homme endormi, même si elle pensait qu'il ne pouvait pas l'entendre. « S'il vous plaît, ne vous réveillez pas. S'il vous plaît. » Arthur sentit la veste être arrachée. Il sentit la terreur de la mère. Elle rayonnait d'elle comme de la chaleur. Elle n'avait pas peur d'un monstre. Elle avait peur de lui. Elle avait peur de l'homme qui avait plus d'argent, mais qui terrifiait tellement son personnel qu'un simple acte de gentillesse d'un enfant était considéré comme un crime. Arthur réalisa à ce moment-là qu'il était devenu un monstre. Il décida qu'il était temps de se réveiller. Arthur laissa échapper un gémissement théâtral fort, et bougea dans son fauteuil. Sarah se figea. Elle serra Léo contre sa poitrine, reculant vers la porte. Elle ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque. Arthur ouvrit les yeux. Il cligna des yeux plusieurs fois, s'ajustant à la lumière. Il regarda le plafond,
puis abaissa lentement son regard sur la femme terrifiée et le petit garçon debout près de la porte. Il mit son meilleur visage grincheux. Il fronça les sourcils, ses épais sourcils gris se rejoignant. « Quoi ?» grogna Arthur, sa voix râpeuse et dure. « Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Un homme ne peut-il pas se reposer dans sa propre maison? Je suis tellement désolé, Monsieur Sterling. » Sarah bégaya, baissant la tête. « Je nettoyais. C'est mon fils. Je n'avais pas le choix. Les écoles étaient fermées. Nous partons tout de suite. S'il vous plaît, monsieur, ne me licenciez pas. Je vais l'emmener dehors. Il ne vous dérangera plus. S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin de ce travail. » Arthur les fixa. Il regarda l'enveloppe d'argent sur la table. Elle était exactement là où Léo l'avait poussée. Il regarda le garçon qui tremblait, non plus de froid, mais de peur du vieil homme en colère. Arthur se redressa. Il tendit la main et prit l'enveloppe d'argent. Il la tapota contre sa paume. Sarah ferma les yeux, s'attendant à ce qu'il les accuse d'avoir essayé de la voler. « Garçon !» tonna Arthur. Léo jeta un coup d'œil de derrière la jambe de sa mère. « Oui, monsieur, viens ici » ordonna Arthur. Sarah serra l'épaule de Léo plus fort. « Monsieur, il ne voulait pas, j'ai dit. » Arthur éleva la voix. « Viens ici. » Léo s'éloigna de sa mère. Il marcha lentement vers le fauteuil, ses petites mains tremblantes. Il s'arrêta juste devant les genoux d'Arthur. Arthur se pencha en avant, son visage à quelques centimètres de celui du garçon. Il regarda profondément dans les yeux de Léo, cherchant un mensonge, cherchant la cupidité dont il était si sûr qu'elle existait en chacun. « As-tu mis ta veste sur moi ?» demanda Arthur. Léo avala difficilement. « Oui, monsieur. »« Pourquoi ?» demanda Arthur. « Je suis un étranger et je suis riche. J'ai un placard plein de manteaux de fourrure à l'étage. Pourquoi me donnerais-tu ta veste ?» Léo baissa les yeux vers ses chaussures, puis releva les yeux vers Arthur. « Parce que vous aviez l'air d'avoir froid, monsieur. Et maman dit que quand quelqu'un a froid, on lui donne une couverture, même s'il était riche. Le froid, c'est le froid. » Arthur fixa le garçon. Le froid, c'est le froid. C'était une vérité si simple. Arthur regarda Sarah. Elle retenait sa respiration. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?» demanda Arthur, sa voix s'adoucissant juste d'une fraction. « Léo, monsieur ?» Arthur hocha lentement la tête. Il regarda l'argent dans sa main. Puis il regarda la porte ouverte de la bibliothèque. Un plan commença à se former dans son esprit. Le test n'était pas terminé. En fait, il venait juste de commencer. Ce garçon avait passé le premier niveau, le niveau de l'honnêteté. Mais Arthur voulait en savoir plus. Il voulait savoir si c'était juste un coup de chance ou si ce garçon possédait vraiment un cœur d'or. Arthur fourra l'argent dans sa poche intérieure. « Tu m'as réveillé !» grogna Arthur, revenant à son personnage grincheux. « Je déteste être réveillé. » Sarah laissa échapper un petit sanglot. « Nous partons, monsieur. »« Non, » dit Arthur sèchement. « Vous ne partez pas. »« Nous partons, monsieur, » répéta Sarah, attrapant la main de Léo et se tournant vers la porte. « Arrêtez !» La voix d'Arthur claqua comme un fouet à travers la pièce silencieuse. Sarah se figea. Elle n'osa pas faire un pas de plus. Elle se retourna lentement, son visage vidé de toute couleur. « Je n'ai pas dit que vous pouviez partir, » grogna Arthur. Il pointa un doigt tremblant vers le fauteuil en velours où il avait été assis. « Regardez ça. » Sarah regarda. Il y avait une petite tache sombre et humide sur le tissu bordeaux où la veste mouillée de Léo avait reposé. « Mon fauteuil, » dit Arthur, sa voix dégoulinant de fausse colère. « C'est du velours italien importé. Il coûte 200 $ le mètre. Et maintenant, il est mouillé. Il est ruiné. »« Je vais le sécher, monsieur, » bégaya Sarah.
Je vais chercher une serviette tout de suite. L'eau tache le velours, mentit Arthur. Il se leva, s'appuyant lourdement sur sa canne, dominant la mer terrifiée. Vous ne pouvez pas simplement le sécher. Il doit être restauré professionnellement. Cela coûtera 500 $. Arthur les observa attentivement. C'était la deuxième partie du test. Il voulait voir si la mère se mettrait en colère contre le garçon. Il voulait voir si elle crierait sur Léo pour lui avoir coûté de l'argent qu'elle n'avait pas. Il voulait voir si la pression briserait leur lien. Sarah regarda la tâche, puis elle regarda Arthur. Des larmes coulaient sur son visage. « Monsieur Sterling, s'il vous plaît, » supplia-t-elle. « Je n'ai pas 500 $. Je n'ai même pas encore été payé pour ce mois. S'il vous plaît, prenez-le sur mes gages. Je travaillerai gratuitement. Juste ne faites pas de mal à mon garçon. » Les yeux d'Arthur se plissèrent. Elle offrait de travailler gratuitement. C'était rare. Mais il n'était pas encore satisfait. Il baissa les yeux vers Léo. « Et toi, » dit Arthur au garçon, « tu as causé ces dommages. Qu'as-tu à dire pour ta défense? » Léo fit un pas en avant. Il ne pleurait pas. Son petit visage était très sérieux. Il mit la main dans sa poche. « Je n'ai pas 500 $, dit Léo doucement. « Mais j'ai ça. » Léo sortit sa main de sa poche. Il ouvrit ses petits doigts. Au centre de sa paume se trouvait une petite voiture jouet cabossée. Il lui manquait une roue. La peinture était écaillée. Elle était clairement vieille et sans valeur pour quiconque d'autre. Mais par la façon dont Léo la tenait, on aurait dit qu'il tenait un diamant. « C'est Fast Eddie », expliqua Léo. « Il est la voiture la plus rapide du monde. Il était à mon papa avant qu'il aille au paradis. Maman m'en me l'a donné. » Sarah haleta. « Léo, non, tu n'es pas obligé. »« Ça va, maman, » dit Léo courageusement. Il leva les yeux vers le milliardaire. « Vous pouvez avoir Fast Eddie pour payer le fauteuil. Il est mon meilleur ami, mais vous êtes en colère. Et je ne veux pas que vous soyez en colère contre maman. » Léo tendit la main et plaça la petite voiture, jouet cassé sur la table en acajou coûteuse, juste à côté du carnet en cuir. Arthur fixa le jouet. Il avait l'impression de ne pas pouvoir respirer. La pièce semblait soudainement très petite. Arthur regarda la liasse d'argent dans sa poche. Des milliers de $. Puis il regarda la petite voiture, à 3 roues sur la table. Ce garçon offrait sa possession la plus précieuse pour réparer une erreur qu'il avait faite par gentillesse. Il abandonnait la seule chose qui lui restait de son père pour sauver le travail de sa mère. Le cœur d'Arthur, qui avait été gelé pendant tant d'années, se fissura soudainement grand ouvert. La douleur était aiguë et immédiate. Il réalisa que ce garçon, qui n'avait rien, était plus riche qu'Arthur ne le serait jamais. Arthur avait des millions, mais il ne sacrifierait jamais sa possession préférée pour qui que ce soit. Le silence s'étira. La pluie continuait à marteler contre la fenêtre. Arthur prit la petite voiture jouet. Sa main tremblait. « Tu » La voix d'Arthur n'était plus un grognement. C'était un chuchotement. « Tu me donnerais ça pour un fauteuil mouillé? »« Oui, monsieur, » dit Léo. « Est-ce suffisant? » Arthur ferma les yeux. Il pensa à ses propres fils. Il ne l'appelait que lorsqu'il voulait une nouvelle voiture de sport ou une maison de vacances. Il ne lui donnait jamais rien. Il ne faisait que prendre. « Oui, » chuchota Arthur, ouvrant les yeux. Ils étaient humides. « Oui, Léo, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. » Arthur se laissa retomber dans son fauteuil. L'acte était terminé. Il ne pouvait plus jouer le méchant. Il se sentait fatigué, non pas de l'âge, mais du poids de sa propre culpabilité. « Sarah » dit Arthur, sa voix changeant complètement. Elle devint la voix d'un vieil homme, fatigué et seul. « Asseyez-vous, monsieur. » Sarah avait l'air confuse par le changement de ton. J'ai dit « Asseyez-vous »
Arthur aboya, puis s'adoucit. « S'il vous plaît, asseyez-vous simplement. Arrêtez de me regarder comme si j'allais vous manger. » Sarah s'assit hésitante sur le bord du canapé, tirant Léo sur ses genoux. Arthur regarda la petite voiture jouer dans sa main. Il fit tourner les roues restantes avec son pouce. « J'ai une confession à faire, » dit Arthur, regardant le sol. « Le fauteuil n'est pas ruiné, c'est juste de l'eau. Il séchera dans 1 heure. » Sarah laissa échapper un souffle qu'elle retenait. « Oh, Dieu merci. » Et Arthur continua, levant les yeux vers eux avec des yeux intenses. Je n'étais pas endormi. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Vous n'étiez pas? » ?»« Non. » Arthur secoua la tête. « Je faisais semblant. J'ai laissé cet argent sur la table exprès. Je voulais voir si vous le voleriez. Je voulais vous prendre en flagrant délit. » Sarah serra Léo plus fort contre sa poitrine. Elle avait l'air blessée. « Vous nous testiez comme si nous étions des rats dans un labyrinthe. »« Oui, » admit Arthur. « Je suis un vieil homme amer, Sarah. Je pensais que tout le monde était un voleur. Je pensais que tout le monde avait un prix. » Il pointa un doigt tremblant vers Léo. Mais lui, la voix d'Arthur se brisa. « Il n'a pas pris l'argent. Il m'a couvert. Il m'a couvert parce qu'il pensait que j'avais froid. Et puis, il m'a offert la voiture de son père. » Arthur essuya une larme sur sa joue. Peu lui importait que sa femme de chambre le regarde. « J'ai perdu mon chemin, » chuchota Arthur. « J'ai tout cet argent, mais je suis pauvre. Vous n'avez rien. Pourtant, vous avez élevé un roi. » Arthur se leva. Il marcha vers la cheminée et prit d'une profonde inspiration. Il se retourna vers eux. « Le test est terminé, » annonça Arthur. « Et vous avez réussi, tous les deux. » Il mit la main dans sa poche et sortit l'épaisse enveloppe d'argent. Il s'approcha de Sarah et la lui tendit. « Prenez ceci, » dit Arthur. Sarah secoua vigoureusement la tête. « Non, monsieur, je ne veux pas de votre argent. Je veux juste travailler. Je veux gagner ma subsistance. »« Prenez-le, » insista Arthur. « Ce n'est pas de la charité. C'est un bonus. C'est un paiement pour la leçon que votre fils vient de m'apprendre. » Sarah hésita. Elle regarda l'argent, puis les chaussures usées de Léo. « S'il vous plaît, » dit Arthur doucement, « achetez au garçon un manteau chaud. Achetez-lui de nouvelles chaussures. Achetez-vous un lit qui ne vous fait pas mal au dos. Prenez-le. » Sarah tendit la main avec une main tremblante et prit l'enveloppe. « Merci, monsieur Sterling. Merci. »« Ne me remerciez pas encore, » dit Arthur. Un petit sourire sincère toucha ses lèvres pour la première fois depuis des années. « J'ai une proposition d'affaires pour vous, Léo. » Léo leva les yeux, ses yeux brillants. « Pour moi? »« Oui, » dit Arthur. Il leva la petite voiture jouet. « Je vais garder Fast Eddie. Il est à moi maintenant. Tu me l'as donné en paiement. » Le visage de Léo s'assombrit légèrement, mais il hocha la tête. « D'accord, un marché est un marché. » Mais Arthur continua. « Je ne peux pas conduire une voiture avec 3 roues. J'ai besoin d'un mécanicien. Quelqu'un pour m'aider à réparer des choses ici. Quelqu'un pour m'aider à me réparer moi-même. » Arthur s'agenouilla, un mouvement douloureux pour ses vieux genoux. Ainsi, il était au niveau des yeux, avec le garçon de 7 ans. « Léo, aimerais-tu venir ici tous les jours après l'école? Tu peux t'asseoir dans la bibliothèque. Tu peux faire tes devoirs. Et tu peux apprendre à ce vieil homme grincheux comment être gentil à nouveau. En échange, je paierai pour ton école. Jusqu'à l'université. » Marché conclu. Léo regarda sa mère. Sarah pleurait ouvertement maintenant, couvrant sa bouche de ses mains. Elle hocha la tête. Léo regarda Arthur. Il sourit, un beau sourire avec un trou entre les dents. « Marché conclu, » dit Léo. Il tendit sa petite main. Arthur Sterling, le milliardaire qui ne faisait confiance à personne,
prit la petite main dans la sienne et la serra. 10 ans passèrent. Le manoir Sterling n'était plus un endroit sombre et silencieux. Les lourds rideaux étaient toujours ouverts, laissant la lumière du soleil entrer à flot. Le jardin, autrefois envahi et épineux, était plein de fleurs brillantes. Par un chaud dimanche après-midi, la bibliothèque était pleine de gens. Mais ce n'était pas une fête. C'était une réunion d'avocats, d'hommes d'affaires et d'un jeune homme nommé Léo. Léo avait maintenant 17 ans. Il était grand, beau et portait un costume impeccable. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin où sa mère, Sarah, arrangeait des fleurs. Sarah n'avait plus l'air fatiguée. Elle avait l'air heureuse. Elle était maintenant à la tête de la Fondation Sterling, gérant des millions de dollars donnés à des œuvres caritatives chaque année. La pièce était silencieuse, parce que l'avocat lisait les dernières volontés et le testament de M. Arthur Sterling. Arthur était décédé paisiblement dans son sommeil 3 jours auparavant. Il était mort dans le fauteuil Bordeaux, le même où le test avait eu lieu 10 ans auparavant. Les enfants biologiques d'Arthur étaient là, 2 fils et une fille. Ils étaient assis de l'autre côté de la pièce, avec l'air impatient. Ils consultaient leur montre. Ils chuchotaient entre eux à propos de la vente de la maison et du partage de la fortune. Ils n'avaient pas l'air tristes, ils avaient l'air cupides. L'avocat, M. Henderson, s'éclaircit la gorge. « À mes enfants, lut M. Henderson dans le document, je laisse les fonds fiduciaires qui ont été établis pour vous à votre naissance. Vous ne m'avez jamais rendu visite sans demander de l'argent. Alors, je suppose que l'argent est tout ce que vous désirez. Vous avez vos millions, profitez-en. » Les enfants grognèrent, mais ils semblaient satisfaits. Ils se levèrent pour partir, ne se souciant pas d'entendre le reste. « Attendez, dit M. Henderson, il y a plus. Pour le reste de ma succession, mes entreprises, ce manoir, mes investissements et mes économies personnelles. Je laisse tout à la seule personne qui m'a donné quelque chose quand je n'avais rien. » Les enfants s'arrêtèrent. Ils se retournèrent bas confus. « Qui ?» exigea un fils. « Nous sommes sa famille. »« Je laisse tout, » lut l'avocat à Léo. La pièce explosa en cris. Les fils étaient au furieux. Ils pointèrent Léo du doigt. « Lui » crièrent-ils. « Le fils de la femme de chambre. C'est une blague. Il a trompé notre père. » Léo ne bougea pas. Il ne dit pas un mot. Il tenait juste quelque chose dans sa main, le frottant avec son pouce. L'avocat leva la main pour demander le silence. Monsieur Sterling a laissé une lettre expliquant sa décision. Il voulait que je vous la lise. L'avocat déplia une note manuscrite. « À mes enfants et au monde. Vous mesurez la richesse en or et en propriété. Vous pensez que je donne ma fortune à Léo parce que je suis devenu fou. Mais vous avez tort. Je paie une dette. Il y a 10 ans, un samedi pluvieux, j'étais un mendiant spirituel. J'avais froid, j'étais seul et vide. Un garçon de 7 ans m'a vu frissonner. Il n'a pas vu un milliardaire, il a vu un être humain. Il m'a couvert de sa propre veste. Il a protégé mon argent alors qu'il aurait pu le voler. Mais la vraie dette a été payée quand il m'a donné sa possession la plus précieuse. Une petite voiture jouet cassée pour sauver sa mère de ma colère. Il m'a donné tout ce qu'il avait, sans rien attendre en retour. Ce jour-là, il m'a appris que la poche la plus pauvre peut contenir le cœur le plus riche. Il m'a sauvé de mourir en tant qu'homme amer et haineux. Il m'a donné une famille. Il m'a donné 10 ans de rire, de bruit et d'amour. Alors je lui laisse mon argent. C'est un petit échange, parce qu'il m'a rendu mon âme. » L'avocat finit de lire. Il regarda Léo. L'avocat dit « Monsieur Sterling voulait que vous ayez ceci. » L'avocat tendit à Léo une petite boîte en velours. Léo l'ouvrit.
À l'intérieur, posée sur un coussin de soie blanche, se trouvait la vieille petite voiture jouet. Fast Eddie. Arthur l'avait gardée pendant 10 ans. Il l'avait polie. Il avait même fait réparer par un bijoutier la roue manquante avec un petit morceau d'or massif. Léo prit le jouet. Des larmes coulèrent sur son visage. Il ne se souciait pas du manoir. Il ne se souciait pas des milliards de dollars ou des gens en colère qui criaient dans la pièce. Son ami lui manquait. Le vieil homme grincheux qui l'aidait avec ses devoirs de mathématiques lui manquait. Léo marcha vers sa mère, Sarah, qui était entrée du jardin. Elle le serra fort dans ses bras. « C'était un homme bon, Léo », chuchota-t-elle. « Il l'était », répondit Léo. « Il avait juste besoin d'une veste. » Les enfants en colère sortirent de la maison en trombe, jurant de poursuivre en justice, mais ils savaient qu'ils perdraient. Le testament était inattaquable. Léo regarda autour de lui dans l'immense bibliothèque. Il regarda le fauteuil vide. Il s'en approcha et plaça la petite voiture, jouée avec la roue en or sur la table d'appoint, juste à côté de la lampe. « En sécurité maintenant », chuchota Léo, répétant les mots qu'il avait dits 10 ans auparavant. Léo grandit pour devenir un type différent de milliardaire. Il ne construisait pas de murs. Il construisait des écoles. Il n'accumulait pas d'argent. Il l'utilisait pour réparer des choses qui étaient cassées, tout comme il avait essayé de réparer le fauteuil abîmé. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait comment il était devenu si prospère, Léo souriait, sortait une petite voiture, jouait cabossé de sa poche et disait « Je n'ai pas acheté mon succès. Je l'ai acheté avec de la gentillesse. » Maintenant, la morale de cette histoire, la gentillesse est un investissement qui ne fait jamais défaut. Dans un monde où tout le monde essaie de prendre quelque chose, ceux qui donnent sont ceux qui changent vraiment le monde. Arthur Sterling avait tout l'argent du monde. Mais il était pauvre jusqu'à ce qu'un enfant lui apprenne comment aimer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit acte de bonté. Une veste, un mot gentil ou un simple sacrifice peut faire fondre le cœur le plus froid. Quand vous donnez, faites-le sans rien attendre en retour. Et la vie vous récompensera d'une manière que l'argent ne pourra jamais. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé.